Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous donner des informations cruciales qui vont vous permettre de comprendre, mais également de développer et déployer vos agents intelligents. Le contexte, le voici. Beaucoup parlent de l'intelligence artificielle, beaucoup voudraient construire surtout l'IA, mais aussi comprendre. Mais dans la compréhension, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs là-dessus. Aujourd'hui, quand on utilise des agents de type LLM ou bien des agents intelligents, ChatGPT, Claude, Mistral, bref, DeepSeek et tout le reste. Ceux qui conçoivent et qui mettent sur pied réellement des agents intelligents ont du mal à arriver jusqu'au bout, justement parce que il y a un certain nombre de mauvaises informations et de pratiques également qui n'ont pas été bien assimilées. Et donc aujourd'hui, je reviens là-dessus en inscrivant auprès de votre connaissance 10 principes universels dans la mise sur pied des agents intelligents qui vont vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne un agent intelligent auprès d'un utilisateur et qu'est-ce qu'il faudrait, pour le coup, inscrire au cœur du fonctionnement d'un agent intelligent. Alors, pour celles et ceux qui me découvrent pour la toute première fois, je vais me présenter de manière brève. Je suis la seule personne en France, d'accord, je le précise bien, je suis la seule personne en France, ou jusqu'ici, au moment où vous regardez cette vidéo, la personne ayant créé le tout premier agent intelligent qui exploite réellement les données françaises sur toutes les thématiques que la France, que l'État français, que l'État nous met à disposition. Donc, j'ai créé le tout premier agent intelligent français, d'accord, capable de raisonner sur toutes les données françaises. Quelle que soit la thématique en question, quel que soit le secteur d'activité, l'immobilier, le transport, la législation, bref, sur toutes les données publiques. Les données, nous avons à foison. Nous avons les données en quantité en France, ce qui est très bien d'ailleurs par rapport à d'autres pays voisins ou même très lointains. Mais la difficulté pour la France, évidemment, c'est de pouvoir, auprès d'un utilisateur, auprès d'un citoyen français ou bien d'une personne vivant en France, c'est de pouvoir donner cette puissance-là à la donnée, au dataset que l'État nous met à disposition, à travers les IA aujourd'hui que nous avons. Donc, c'est-à-dire que vous utilisez au quotidien, par exemple, déjà ChatGPT, Claude, Mistral, d'ailleurs, Mistral, effectivement, à citer, qui est français. Le souci, c'est que si vous souhaitez écouter ou entendre ou exploiter la donnée française, ce n'est pas chose facile aujourd'hui. Si vous n'avez pas l'habitude de manipuler un certain nombre de fichiers et surtout certaines extensions. Donc, vous voyez, là, il y a une complexité derrière de comprendre la donnée en profondeur. Bah, maintenant, Niambot, à travers l'agent intelligent que j'ai mis sur pied ici, est capable justement d'aller comprendre votre requête, d'accord, directement sur votre interface préférée, l'interface du quotidien que vous utilisez, donc votre assistant préféré, ChatGPT, Claude ou Mistral. Vous posez simplement votre question en langage naturel et Niambot, à travers son architecture de couches, ici que vous voyez métadonnées sémantiques, couche ontologique et une réponse, va vous fournir une réponse appropriée en se basant justement sur les données françaises, sur de la donnée publique, en allant rechercher justement les données nécessaires à vous apporter une réponse appropriée. C'est ça donc ce que j'ai mis sur pied. Derrière, ça m'a demandé tout un travail titanesque pour en arriver là, mais c'est simplement un travail acharné et très bien compris qui réside au cœur justement de la compréhension de ce qu'on appelle un agent intelligent. Vous pouvez déjà aller tester donc Niambot sous forme de connecteur MCP, d'accord? Donc si vous utilisez Claude, ChatGPT ou Vibe, côté Mistral, vous avez déjà la possibilité de tester donc Niambot à travers justement la connexion MCP. Alors, je vais revenir au sujet de la vidéo pour vous montrer justement quels sont les principes universels que l'on retrouve dans le fonctionnement de tout agent intelligent. Donc, un agent intelligent, il faut comprendre que c'est un ensemble d'orchestration. C'est l'orchestration qui fait en sorte qu'on a un agent, qu'on a la boucle agentique. Ce n'est pas quelque chose que l'on code à la main avec des conditions if, else, etc.
Donc c'est vraiment déjà, premièrement, la différence fondamentale entre un agent intelligent d'une application standard que l'on connaissait jusqu'ici avant l'arrivée de la logique LLM et agentique. Donc, voici en question les 10 principes. Donc, le SDK, c'est le cœur du système. D'accord? Le Software Development Kit. Si vous utilisez Claude, ChatGPT, etc., chaque entreprise vient avec son provider. Et donc, dans son provider, donc, vous avez le SDK. La double boucle, en fait, donc la conversation entre l'agent intelligent et l'utilisateur. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous tapez votre premier message, le retour que l'agent vous donne et par la suite, comment la conversation se suit. Qu'est-ce qui se passe derrière fondamentalement? Comment l'agent intelligent arrive-t-il à gérer le feed d'actualité ou la suite des conversations? En troisième lieu, vous avez le compute tool versus le report tool. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Les événements typés, je reviendrai, et l'état préservé d'un tout à l'autre. D'un message à un autre, il faut conserver évidemment la logique et la cohérence des échanges. Ça demande, pour nous, humains, ça semble évident lorsque l'on discute avec quelqu'un. On voudrait ou on s'attend à ce que cette personne soit cohérente dans les échanges, dans le fait de ne pas se répéter ou dans le fait de pouvoir comprendre ce que l'on dit au fur et à mesure. C'est ça, ici, l'importance d'avoir un état préservé d'un tout à l'autre. Septième position, les garde-fous. Quels sont les check-in, les points à vérifier à chaque fois pour qu'un agent intelligent ne dérape pas. Vous êtes dans le secteur, par exemple, de la santé, dans un secteur bien précis, l'immobilier, ou dans un autre secteur de l'industrie, peu importe, dans votre secteur particulier. Vous ne voudrez pas que votre agent intelligent se mette à répondre à tous azimuts sur d'autres secteurs que vous n'aviez pas prévu. C'est vraiment important, évidemment, de mettre donc des garde-fous. Le prompt catching, qu'est-ce qui se passe derrière pour ne pas, par exemple, surconsommer les tokens? Vous savez, les tokens, c'est devenu une valeur sur le marché. La gestion du contexte derrière, le window context. Et on va finir avec la défense en profondeur. Donc voilà, ici déjà, vous avez les 10 principes universels qui résident au cœur d'un agent intelligent. Le modèle décide, donc quand on parle du SDK, le Software Development Kit, aujourd'hui, pour la plupart, donc, vous avez le marché divisé en 3 catégories, d'accord? Vous avez les fournisseurs de grands modèles, d'accord? Ceux qui fournissent les modèles frontières. Donc OpenAI, Anthropic, Mistral, et cetera, DeepSeek et tout le reste. Donc ça, ce sont des entreprises qui vont mettre sur pied des modèles hyper puissants qui, au fur et à mesure, deviennent des mastodontes dans la compréhension des données au quotidien. Ensuite, maintenant, vous avez le privé, les acteurs privés, donc les entreprises du monde entier, d'accord, les entreprises qui exercent dans le secteur de métier, qui veulent utiliser justement, profiter de la puissance des modèles frontières pour adresser leur cœur de marché ou créer d'autres marchés, d'accord? Et maintenant, par la suite, vous avez les utilisateurs, les particuliers ou peut-être les petites et moyennes entreprises. Voilà les 3 grandes familles des entreprises qui utilisent massivement l'intelligence artificielle ou qui voudraient l'utiliser. Sauf que ici, on va se situer au niveau des 2 dernières couches, c'est-à-dire les grandes entreprises privées ou voire publiques et également les petites et moyennes entreprises et les particuliers. Donc, c'est 2 grandes familles-là qui voudraient vraiment utiliser l'IA et profiter des modèles frontières pour mettre sur pied des agents intelligents à leur service. Donc, ce qu'il faudrait comprendre ici, c'est que pour mettre sur pied, donc, à travers le premier principe universel d'un agent intelligent, il va falloir que vous compreniez fondamentalement que le modèle que vous allez utiliser, donc vos équipes en interne vont devoir réaliser un benchmark de validation du modèle frontière. Généralement, sur le marché, quasiment les modèles donc de ces grandes entreprises telles que OpenAI, Anthropic ou Mistral, bon, pour les 2 premiers,
Les modèles américains et les modèles chinois sont quasiment plus ou moins à puissance équivalente, plus ou moins évidemment, même si j'ai une préférence un peu pour Anthropic, pour des raisons évidemment d'orchestration et de compréhension. Mais généralement, que vous preniez un modèle côté OpenAI ou Anthropic, selon les derniers chiffres, vous avez quand même une puissance de calcul assez phénoménale, un modèle assez puissant. Maintenant, ce qu'il faudrait que vous reteniez ici et qui est fondamental dans votre usage, dans votre utilisation de ce modèle-là, c'est que pour mettre sur pied un agent intelligent à votre service, dans votre secteur d'activité, donc que vous soyez une grande entreprise privée ou une petite moyenne entreprise et ou un particulier, un développeur par exemple, ce n'est pas vous qui allez cette fois-ci remodéliser le modèle, remodeler entre guillemets le modèle, d'accord? Non, vous allez vous concentrer sur trois choses, à savoir le système prompt, d'accord? Comment bien écrire un prompt, un système prompt, pas un seul prompt, mais un système tout entier, d'accord? Avec des rôles, des règles, etc. Un schéma d'outils assez compréhensible pour comprendre vos, vos tâches, d'accord? Votre agent intelligent, qu'est-ce qu'il devrait faire et de quelle manière devrait-il accomplir sa tâche ou ses plusieurs missions. Ça, c'est le schéma d'outils. Et après, maintenant, la boucle d'exécution. Dans donc, la boucle d'exécution, c'est globalement ce qu'on va appeler l'orchestration. Voilà vos trois prérogatives, voilà vos trois missions, les trois choses sur lesquelles vous devrez vous concentrer. Le modèle que vous allez utiliser auprès d'une grande entreprise provider, le modèle frontière, ce n'est pas vous qui allez le remodeler ou le retoucher. Non, il est déjà assez puissant et assez autonome pour comprendre si vous lui donnez un système prompt, un schéma d'outils bien pensé et une boucle d'orchestration bien précise. Et par la suite, vous allez avoir le comportement souhaité. J'ai vraiment insisté là-dessus pour que ce soit très bien clair. Parce que si vous ne faites pas cette partie-là, vous allez vous retrouver en train de coder à la main, tel un développeur à l'époque, avec des conditions if, pas cas. D'accord? Et non, c'est pas ce que l'on veut. Un agent intelligent, c'est vraiment une intelligence artificielle qui se comporte selon un certain nombre de tâches à accomplir. D'accord? Et maintenant, pour atteindre ces tâches-là, pour accomplir ces tâches-là, on donne à l'agent intelligent des outils. Donc, le schéma d'outils. Et maintenant, le modèle, qui est donc le cerveau ici, à travers le SDK, va décider quand, pourquoi il doit utiliser tel outil pour accomplir telle tâche. D'accord? Je pense que ça c'est clair. Si ce n'est pas clair, mettez en commentaire évidemment vos questions. On passe maintenant euh, au deuxième principe universel, la conversation entre l'agent intelligent et un utilisateur. Lorsque un utilisateur utilise votre agent intelligent, il a besoin de se sentir compris. L'utilisateur a besoin de savoir qu'il est en face d'une intelligence artificielle, enfin d'une intelligence tout court. Mais bon, artificielle, on se comprend. Et pour cela, il y a quelques tests vite faits que l'utilisateur va devoir exécuter. Et en fonction du degré ou du niveau de question de l'utilisateur, votre agent intelligent risque de déraper ou pas. Et l'utilisateur pourra se dire que soit il est en face d'une vraie intelligence artificielle pour le coup qui le comprend, ou bien d'un outil qui a été bricolé là derrière et rafistolé sans réelle compréhension. C'est ça qui va faire la différence réellement, fondamentalement, entre l'utilisateur et votre agent intelligent lorsque cet agent intelligent sera déployé auprès de vos utilisateurs. Alors, ici, donc, la conversation et l'itération. C'est-à-dire que vous êtes sur votre interface, disons, de Claude ici, d'accord? Moi, voici une question très simple. Je pose cette question ici à Claude, ok? Et en retour, j'ai une réponse, d'accord? Et cette réponse, quand je lis cette réponse, est-ce qu'elle a un accord avec la question? Et est-ce que, même si elle a un accord, même si elle est en relation, mais est-ce qu'elle répond réellement à la question? Vous voyez?
fondamentalement ce point que je vérifie. Et en tant qu'utilisateur, je suis assez, heu, je suis assez, averti de ce que pourrait être une réponse en retour vis-à-vis de ma question. Et donc, si je n'ai pas en retour, si une réponse qui me satisfait, soit je vais m'arrêter là en disant que cet agent intelligent n'arrive pas vraiment à comprendre mes questions, auquel cas je vais considérer que c'est un outil qui mérite encore d'être peaufiné, ou bien je vais continuer à poser une nouvelle question pour préciser ma question. Et si en retour encore je n'ai pas une réponse satisfaisante, bon là je vais m'arrêter pour le coup, je vais conclure que c'est pas un agent vraiment intelligent. Et, ouais, et si, si ça marche, pour le coup, je pourrais dire, bon, ok, il y a peut-être une hallucination qui s'est cachée, un biais dès le départ. Et donc, vous voyez, c'est tout ce fonctionnement-là, donc la boucle d'itération qui fera que l'utilisateur va se sentir plus ou moins en confiance dans les échanges. Ici, par exemple, je vous donne, donc là, vous avez mon écran. D'ailleurs, la réponse que vous avez ici, à travers Claude, je l'ai obtenue en utilisant Niambot sur l'analyse d'un bien immobilier à travers l'outil analyser un bien immobilier qui provient de Niambot. Juste pour vous dire que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le modèle qui va comprendre qu'il a besoin d'utiliser l'outil analyser un bien immobilier, qui est un outil qui fait partie du schéma d'outils de Niambot, de l'assistant ici Niambot que j'ai créé, qui vraiment exploite les données françaises, la donnée publique française d'un point de vue intelligent. D'accord? Et donc, par conséquent, Claude, le modèle Opus 5 ici, va décider si oui ou pas il a besoin de Niambot et donc de l'outil analyser un bien immobilier de Niambot pour répondre à cette question. Et il a bien exécuté cette requête et il a fini par me dresser un graphique ici, un nuage de points, etc., pour me positionner les biens immobiliers avec le prix au mètre carré, etc. Voilà ce que l'on appelle un véritable agent intelligent. Mais là, en l'occurrence, c'est un, c'est un tour complet que je viens d'effectuer. Maintenant, si je veux poursuivre l'itération, je pourrais poser une question supplémentaire. Et par la suite, bon, là, je n'en doute pas, Claude va pouvoir être en mesure de bien me répondre. Mais imaginez que Claude, ici, à votre place, enfin, d'après ce que je suis en train de montrer ici, est votre agent intelligent que vous avez mis sur pied. Si votre agent intelligent n'agit pas de cette manière-là, on va considérer que vous n'êtes pas en mesure de mettre sur pied ce que l'on appelle ici une boucle d'itération. Et dans la boucle d'itération, vous avez donc le message, d'accord? C'est-à-dire que le message, lui, il est confiné ici entre la question et la réponse de l'assistant. Donc le message, il est ici. Ça, c'est la boucle interne, en fait. D'accord? Vous avez ici la boucle interne. Et maintenant, la boucle maintenant externe, c'est ce qui va se passer lorsque l'on va, alors je reviens ici, lorsque l'utilisateur va poser une seconde question, d'accord? Quel est le lien entre la seconde question et la précédente, d'accord? Et voilà comment on va avoir au fur et à mesure quelque chose de cohérent ou pas. C'est ça donc la signature d'un agent intelligent capable, lorsqu'on lui pose une question, d'aller récupérer l'ensemble enfin de comprendre déjà la question, d'accord? À travers le LLM, le grand modèle de langage, et par la suite de décider dans le schéma d'outils, les outils nécessaires à exécuter pour accomplir la tâche à mission et finir par une conclusion. Ça, si vous avez compris ce principe-là, c'est ce qui fait fondamentalement que l'agent intelligent enchaîne de la recherche web, de la lecture de données et de la synthèse jusqu'à atteindre le résultat final. Deuxième principe. Le troisième principe, comment l'agent intelligent arrive-t-il à lire le monde extérieur et à vous faire un état des lieux de ce monde extérieur? Aujourd'hui, ça tombe bien, on parle des MCP, les modèles contexte protocole. Et donc, d'ailleurs, vous avez Niambot ici qui existe pour l'instant en deux versions, sous forme d'application web bêta, qui pour l'instant est encore en cours de test, mais sous forme également de MCP, d'accord? Vous avez la version MCP qui est déjà disponible
comme je vous le disais ici. Donc, vous avez l'URL du serveur MCP et je l'utilise au quotidien, d'accord, pour tout un tas d'analyses. Vous voyez ici, Niambot est bien présent. Je vous montre les outils que Niambot utilise. Donc ici, vous avez sur mon interface de Claude, vous avez l'URL de Niambot, vous avez les outils. Niambot permet justement d'analyser euh, tous les secteurs euh, que nous avons en France, les secteurs, voilà, entreprise, immobilier, santé, etc. Je- À travers quoi? À travers quelques outils ici pour l'analyse d'un bien immobilier. Si un utilisateur pose une question relative à de l'immobilier, cherche un emploi, voilà, France Travail, la recherche d'emploi, la loi, la législation, côté Légifrance, cherche un texte de loi, d'accord? Vous recevez une contravention, vous voulez contester, vous voulez savoir quels sont vos droits et quels sont les textes de loi vous permettant de corroborer vos arguments et vos questionnements surtout. D'accord? Donc, vous voyez, c'est vraiment dans cet ordre d'idées-là que Niambot a été conçu pour vous permettre simuler des aides, vos droits, côté RSA, etc. Enfin, tout ce qui est tout ce qui est droit en France pour un citoyen, vérifier une entreprise, la fiscalité, base de sirène, trouver un professionnel de santé, d'accord, prendre un rendez-vous, etc. Quels sont les médecins autour de ma commune, autour de ma ville, autour de mon adresse, par exemple. Donc, à travers ces 21 outils, il y en a, enfin, j'ai pas fait la liste tout entière, mais vous voyez, c'est assez quand même exhaustif et canonique pour vous permettre de trouver, d'aller rechercher l'information, quel que soit le dataset. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que euh, le MCP d'ailleurs, donc le troisième principe va justement permettre à ceux qui conçoivent en l'occurrence les MCP, les modèles contexte protocole, d'ouvrir la connaissance, le champ de connaissance des agents intelligents aujourd'hui, tels que Claude, ChatGPT, Mistral, d'aller rechercher d'autres informations supplémentaires outre de la recherche web, etc. Donc ça, c'est vraiment l'importance d'avoir ce niveau de détail. Je passe, tout ce que l'agent montre passe par un bus en fait, un bus d'événements. D'accord? Un bus d'événements, c'est quoi? C'est que euh, vous avez votre front-end, votre interface, et l'orchestrateur qui est derrière ne sait rien du transport. Et donc, le front-end, d'accord, va servir de réceptacle des informations à travers l'orchestrateur que l'agent intelligent vous enverra. D'accord? Donc, à travers ce principe-là, vous avez la possibilité de voir, c'est ce qui fait qu'un même agent alimente, d'accord, un front-end quand on design un web, un CLI ou sur la partie mobile sans, sans qu'aucune ligne de code soit modifiée au cœur de l'agent intelligent. C'est vraiment ce principe-là. Donc, c'est vraiment avoir une possibilité de se dire que je peux mettre sur pied un agent intelligent, quelle que soit l'interface de l'utilisateur en question, l'interface multivariée, sans modifier justement une ligne de code, en fait. Voilà. Au cœur justement du SDK. L'historique est également chose importante. Évidemment, l'historique, c'est la mémoire enfin, c'est tout ce qui concerne la mémoire de l'agent intelligent, la gestion. Donc, un agent intelligent, évidemment, doit garder un raisonnement cohérent au fil de la discussion et apporter à l'utilisateur la preuve qu'il est en mesure d'aller inférer ou d'aller récupérer le contexte N-1 des échanges d'utilisateurs et de combiner ce contexte-là avec d'autres informations pour servir l'utilisateur. Ça, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que l'utilisateur va se sentir en sécurité, enfin rassuré et confiant dans les échanges, quoi. Donc, maintenir la continuité des échanges sur des dizaines de conversations. Ça, l'historique, c'est vraiment quelque chose de majeur, sans quoi on n'a pas un agent intelligent, évidemment. Si on n'est pas capable de mettre sur pied un historique stable, voilà, on a un chatbot. Donc, c'est ce dont on ne voudrait pas. Déclarer ce qu'on sait et ce dont on doute. Un agent intelligence aussi, un agent qui est capable de dire je ne sais pas. D'accord? Ce n'est pas
On entre ici vraiment dans l'aspect des hallucinations, de tout ce qui est gestion des erreurs et tout ce qui est autocritique. Un agent intelligent également est capable de dire: «Sur cette information-là, je peux nuancer». D'accord? Ne pas répondre avec un aplomb à chaque fois, comme c'était le cas dans les tout premiers modèles de ChatGPT en 2023, lorsqu'on a eu, les tout premiers modèles, il y avait encore ce niveau d'erreur-là, d'appréciation, mais au fil du temps, au fur et à mesure, nous avons de plus en plus des agents intelligents, qui ont des niveaux de confiance assez élevés et donc aujourd'hui, quand vous utilisez Claude Code, par exemple, pour les développeurs, ça vous avez justement le la preuve devant vous que depuis les tout premiers modèles et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc un agent intelligent doit être en mesure justement de dire que je ne sais pas. Et de dire je ne sais pas, c'est parce que l'agent intelligent dans votre organisation, dans votre système prompt, dans vos garde-fous, dans vos données, d'accord? Et dans vos outils, dans votre schéma d'outils, vous avez permis à ce que l'agent intelligent soit circonscrit à sa mission principale, d'accord? Et la puissance du modèle ou des modèles providers, le fait d'avoir des modèles providers assez intelligents, cette intelligence-là va permettre au modèle provider de se limiter uniquement à votre périmètre. C'est ça donc qui fera qu'on aura un comportement d'agent intelligent en sortie très bien outillé. Donc, pour continuer ici l'historique et la gestion de la conversation et des itérations, même si évidemment vous mettez sur pied un agent intelligent, à un moment donné, il va falloir faire en sorte que lorsque les échanges deviendront de plus en plus très très longs, bah, d'utiliser des techniques de résumé des échanges. Généralement, donc dans la gestion de contexte, à partir par exemple de 25 échanges entre un utilisateur et un agent intelligent, vaudrait mieux commencer à anticiper, à résumer au fur et à mesure, donc par période de 25, c'est un chiffre euh, qui peut être modifié selon les cas de métier, mais généralement, autour de cet ordre-là de 25 échanges, il vaudrait mieux résumer derrière un background l'échange entre l'agent intelligent et l'utilisateur. L'utilisateur n'a pas besoin de voir cela sur votre interface, d'accord? Bon, c'est un peu l'affiché à l'époque. Je sais que ceux qui utilisent globalement, ou bien ceux qui ont utilisé Claude ont globalement vu ce comportement-là. Anthropic nous affichait parfois lorsque vous aviez une longue conversation avec Claude, à un moment donné, le prochain message résumait l'ensemble de l'historique. Donc, ça, c'est quelque chose que soit vous pouvez l'afficher sur votre interface, mais de toute façon, derrière, il faudra le gérer. Donc, c'est le plafond, évidemment, du nombre d'itérations. Ensuite, il y a, quand on parle d'agent intelligence aussi, un agent intelligent qui est capable de dire, en l'état actuel des informations que tu m'as fournies en tant qu'utilisateur, enfin, je ne sais pas. Et par contre, en revanche, pour avancer et pour pouvoir mieux répondre à ta question, pourrais-tu me fournir telle information si tu en as? Ça, c'est la pose du ask user. L'agent intelligent demande, sollicite de manière proactive l'utilisateur de fournir à l'utilisateur une information qu'il n'a pas fournie en début d'entrée, d'emblée. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est ce qui se passe à chaque fois lorsque vous développez avec Claude Code, lorsque vous avez une demande qui s'affiche sur votre écran. Ça, c'est ce qu'on appelle ici la pause Ask User. D'autres erreurs également, donc les erreurs des classifications, des exceptions. Ça également, l'agent intelligent a besoin de gérer cela lorsque il vous fournit une réponse et que vous estimez que cette réponse ne répond pas réellement à votre question. Vous pouvez renvoyer un feedback et l'agent intelligent derrière doit prendre cela en considération et classer cette erreur-là pour mieux faire la prochaine fois. Donc ça, c'est vraiment des pratiques, des best practices qui garantissent le fait que l'échange entre l'utilisateur et l'agent intelligent va s'effectuer de manière cohérente et de manière logique dans la conversation. Dans la gestion du contexte,
Aujourd'hui, les tokens, ça représente un énorme coût, d'accord? Donc les tokens, il faut vraiment, optimiser sa consommation de tokens et optimiser sa consommation de tokens, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir un système prompt bien fait, d'accord? Bien écrit et dans ce que je viens de vous dire, dans le fait de résumer l'historique des conversations, donc de pouvoir utiliser lorsque cela est nécessaire, d'accord? Ce qui a déjà été fait dans le prompt caching. Donc, il faut avoir un cache qui va vous aider à ne pas dépenser, d'accord, vos tokens. C'est vraiment important, d'accord, parce que ça vous permet d'avoir un comportement dans le fait que le même agent tourne à un dixième du prix. Sans ce cache-là mis sur pied dans votre architecture, vous allez surconsommer. Voilà. Donc c'est vraiment important d'optimiser sa consommation en token et ne jamais cracher sur un long historique. Globalement, à plus de 70% des anciens résultats d'outils, vous devez compresser les messages de l'agent intelligent et de l'utilisateur. D'accord? À partir de 70% déjà. D'accord? C'est vraiment important. Et bah pour finir, chaque couche que je vous ai présentée, entrée utilisateur, résultat d'outils, système prompt sortie, vous mettez des check-in, des garde-fous pour ne pas avoir une brèche, pour ne pas avoir un drift se produire au sein de votre agent intelligent. D'accord? Je vous donne un exemple très concret. Vous prenez Gmail par exemple. OK? Vous prenez Gmail, donc Google a mis sur pied le MCP, donc à travers Gmail. Imaginons que j'utilise Gmail et que je voudrais envoyer un email. Si Gmail, je prends un exemple, hein, un exemple très concret. Si dans le message que je suis en train d'entrer sur mon interface Claude, voilà, ici, si je demande à supprimer un message passé et dans une conversation et que Claude ne le comprenne pas bien et utilise Gmail, un des outils de Gmail, donc du schéma d'outils Gmail, il risque d'y avoir des suppressions d'emails dans ma boîte email Gmail. Alors que j'avais simplement demandé de supprimer, par exemple, une information dans un email bien particulier. Ça, c'est ce qui permet de faire en sorte que je dois m'assurer que dans mon agent intelligent, pour chaque couche de défense, entrée utilisateur, résultat d'outil, système prompt sortie, qu'il y ait des garde-fous. Que le résultat, par exemple, d'une information provenant d'internet ne soit pas une source d'exécution dans mes données propres personnelles. Vous voyez? Ça, c'est vraiment important. Si je demande à un agent intelligent d'aller me trouver une information sur Wikipédia et que sur Wikipédia, dans le contexte, dans l'information retrouvée que l'agent intelligent récupère à travers Claude, par exemple, si dans cette information récupérée sur Internet, il y a par exemple une phrase supprimer les données et que ce bout de phrase-là, ce segment de phrase supprimer les données soit confondu avec une exécution d'un outil dans mon agent intelligent, il risque d'y avoir des dommages collatéraux au cœur de mon agent intelligent. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment très important lorsque l'on met sur pied un agent intelligent. Voilà, je vais m'arrêter là. Et donc, j'espère que vous avez compris comment ou plutôt les challenges qui sont au cœur de la mise sur pied des agents intelligents dans l'intelligence artificielle. Merci les amis, restez concentrés et on se retrouve à la prochaine. Je vous dis au revoir.